Bon, bonjour. Je vous remercie déjà de m'avoir invité à l'école Louis Lumière dans le cadre de ces rencontres de la CST pour parler de l'activité cinématographique comme enjeu sociologique ou comme démarche sociologique. Alors, finalement, oui, pourquoi donner cette réflexion en croisant cinéma, audiovisuel avec sociologie? Il se trouve que je suis sociologue, c'est ma formation initiale, et que j'enseigne le cinéma à la Sorbonne Nouvelle. Et donc, la sociologie, pour moi, a toujours été un mode de compréhension du social, entre ce qu'on pourrait appeler la sociologie de l'action et la sociologie interactionniste. Et je me suis intéressé à la question des techniciens du cinéma comme un univers qui finalement avait été assez peu étudié par les chercheurs, comme si c'était toujours d'une certaine manière les anonymes de la réalité cinématographique. Ils apparaissent au générique des films, alors on voit souvent dans les films à gros budget des centaines de noms apparaître, mais il reste finalement, à part quelques individualités, chefs opérateurs, les grands anonymes, et pourtant c'est eux qui, en très grande partie, fabriquent le cinéma. Donc j'y avais consacré un ouvrage, il y a quelques années, chez Armand Collin, qui s'appelait « La fabrique filmique », justement, faisant référence à ce terme de fabriquer le film. Et j'ai essayé de croiser la réflexion de métiers et de professions au travers des catégories de techniciens du film, comment cette identité professionnelle s'est construite dans l'histoire et s'est plutôt trouvée légitimée après 1936 en France. Alors, je me suis consacré évidemment au cas français, qui était intéressant, mais j'ai aussi donné des comparaisons avec d'autres cas, d'autant plus que la plupart de mes enquêtes que j'avais initiées à cette époque ont pris corps en Tchéquie, à Prague, dans le cadre des studios Barrandov, où j'ai mené la plupart de mes interviews, dans la mesure où Barrandov est un lieu central en Europe et où se rencontrent aujourd'hui, on pourrait dire depuis une vingtaine d'années, toutes sortes de productions, à la fois téléfilms et films de fiction, séries, animées par des productions aussi bien françaises qu'américaines, canadiennes, etc. Donc mon travail est au carrefour de cette réflexion de la sociologie, où il s'agit à la fois donc d'enquêter et d'interpréter cette dimension du travail dans son aspect organisationnel, comment on s'organise pour travailler, à la fois donc en aval et puis à la fois en amont. Puisque, comme je le disais au début, les techniciens sont des catégories quasiment invisibles du cinéma, paradoxalement. Alors, je me suis inspiré effectivement d'un certain nombre de travaux de mes confrères ou de mes collègues dans la sociologie. Et la sociologie, depuis les années 60 en France, s'est beaucoup intéressée à la question des métiers, des professions, dans la mouvance de Michel Crozier, qui, dès les années 60, avait consacré un ouvrage à l'univers des employés de bureau, puis aussi Alain Touraine, qui avait réfléchi sur les questions de la société post-industrielle. Donc on avait beaucoup d'apports théoriques. Mais il me manquait un modèle théorique que je vais exposer tout à l'heure pour essayer de comprendre ce croisement entre cinéma, métier et profession. Alors, le travail du sociologue, avant tout, c'est évidemment une démarche d'enquête. Autant l'historien travaille sur des archives, ce qui n'empêche pas le sociologue aussi de consulter des archives, mais il se trouve que dans le domaine de l'univers des techniciens des films, pour avoir consulté certains syndicats, beaucoup d'archives avaient disparu dans l'après-guerre. Donc cette démarche d'enquête s'est fondée sur une histoire orale pour essayer de reconstituer des trames générationnelles de techniciens d'avant-guerre à après-guerre, dans leurs différentes générations, de comment ils vivaient leur métier et comment ils avaient évolué. Alors, un travail d'enquête, ça suppose évidemment des contraintes, ça demande un travail exploratoire, ça demande aussi de comprendre les règles de jeu du secteur, ses codes, comment se construisent des codes culturels dans certains milieux de travail. Ce n'est pas les mêmes parmi les techniciens du film que parmi, je dirais, les médecins ou les ingénieurs ou les architectes. C'est de comprendre aussi l'interdépendance qui peuvent se jouer entre les techniciens et le milieu artistique. Comme on sait,
que le cinéma est au croisement de l'art et de la technique. C'est vraiment un enjeu essentiel, mais c'est un débat ancien. Platon l'avait posé dès l'Antiquité dans le Gorgias, le rapport entre art et techné. Et là, dans le cadre de mes enquêtes, c'était aussi de comprendre l'interférence qu'il pouvait y avoir entre le milieu artistique, donc celui des comédiens notamment, la direction de la mise en scène, et celui des techniciens qui contribuent effectivement à cette mise en scène du film. Puis, il m'a fallu construire d'une certaine manière une problématique d'ensemble pour analyser ces questions. Alors, quand on est sociologue, effectivement, il faut disposer d'un cadre théorique, mais il faut dépasser aussi le cadre formel de départ qui peut vous être assigné pour s'efforcer de comprendre comment, sur le terrain, évoluent des situations. Et sur le terrain, les situations évoluent de manière très différente. Donc, le caractère de mon travail d'enquête dans la démarche sociologique pouvait aussi relever d'une observation un peu anthropologique. C'est-à-dire que si j'avais remplacé les techniciens par des tribus amérindiennes du Brésil et que je m'étais rendu effectivement dans ces tribus amérindiennes pour observer leur code culturel, leur manière de vivre, etc., j'en serais peut-être arrivé à des mêmes observations. Ce que je veux dire par là, c'est que le travail d'analyse sociologique suppose une totale immersion. C'est pour ça que je suis allé sur un certain nombre de tournages, aussi bien en France qu'à Prague, aussi à Bombay et à Los Angeles, pour essayer de comprendre de l'intérieur comment ces codes culturels finalement fonctionnaient. Et on s'aperçoit à titre comparatif qu'ils fonctionnent souvent de la même façon selon les pays, puisque les métiers se sont beaucoup internationalisés. Et un technicien est amené dans sa carrière à travailler sur des films dans différents pays du monde, en général. Mon modèle théorique a été paradoxalement un modèle médical. Je me suis inspiré d'un sociologue américain qui faisait partie de l'école de Chicago, qui avait publié un livre qui a été traduit en France en 1970, Profession médicale, où il essaye de montrer dans le secteur médical ce qui distingue un métier d'une profession. C'est-à-dire qu'on peut avoir acquis un métier comme médecin au bout de 10 années d'études, légitimé par un diplôme, mais on devient réellement médecin que lorsqu'on est légitimé aussi par une organisation professionnelle qui est l'Ordre des médecins. Et l'Ordre des médecins vous donne la certification pour pouvoir exercer la médecine. Sans cette certification, vous ne pouvez pas exercer la médecine. Donc ce rapport entre métier qui suppose un savoir-faire, une technicité et un apprentissage, et l'organisation professionnelle qui est ici celle des médecins, se retrouve finalement dans le milieu des techniciens, puisque dès 1941-42, on a commencé à ériger, sous le régime de Vichy d'ailleurs, des ordres professionnels, ordre des architectes, ordre des avocats, etc. Et dans le cadre du COIC, qui était l'ancêtre du CNC, le comité l'industrie du cinéma, on déléguait et on déférait la possibilité à des techniciens, en fonction d'un certain nombre de critères, de pouvoir exercer leur métier sur des tournages et de revendiquer de la qualité de technicien, d'autant plus si l'on était adhérent d'un syndicat technique, critère qui était encore plus renforcé aux États-Unis. Alors cette notion qui se traduisait par la détention d'une carte d'identité professionnelle et qui a présidé au recrutement de 2 corporations de techniciens dans l'histoire du cinéma a duré à peu près jusqu'en 2009, puisqu'après 2009, la France a dû s'aligner sur le modèle européen et supprimer la carte d'identité professionnelle. Alors, on avait cette carte d'identité professionnelle quand on sortait des écoles de l'IDEC, de l'école de Vaugirard, on l'obtenait à titre professionnel automatiquement. Mais pour ceux qui, dans la majorité des cas, étaient des autodidactes et donc se formaient sur le terrain, il fallait effectivement un passage à la professionnalisation qui allait au-delà même de la question du métier. Donc c'est dans cette perspective, si vous voulez, de réfléchir sur qu'est-ce que c'est que l'exercice professionnel dans l'histoire sociale du cinéma que je me suis un peu inscrit et que j'ai développé ces recherches et ces travaux. Alors auparavant, il y avait eu des travaux pionniers, je citerai notamment Yann Darré, qui avait écrit un livre à la découverte sur une histoire sociale du cinéma, et qui malheureusement a disparu, mais qui a posé les jalons de cette recherche.
Et je me suis posé la question de savoir comment, depuis 1936, puisque 1936 ont été les premières lois sociales après, au moment du Front populaire, comment les professionnels en France sont intervenus eux-mêmes dans le cadre, effectivement, d'une intervention qui était régulée par l'État, notamment par le CNC, après 1946, puisque l'État participait au contrôle de la filière. Alors, vous voyez, faire de la sociologie du cinéma, ça peut paraître simple, mais c'est aussi relativement compliqué, hein, tout comme le cinéma est un objet aussi complexe. Il y a à la fois donc faire des études de terrain, hein, pour comprendre comment ces questions sont vécues par les différents protagonistes qu'on interviewe. Il y a aussi le problème des sources, sur quelles sources on travaille. Et là, ça pose un autre problème pour le chercheur, parce qu'il y a finalement assez peu de statistiques fiables dans le domaine de l'audiovisuel et du cinéma. Il y a des statistiques qui sont élaborées par le CNC depuis l'après-guerre, mais elles valent ce qu'elles valent. Il y a des statistiques qui sont évaluées par les caisses de retraite. Il y a certaines statistiques qui sont évaluées par d'autres organismes, mais c'est une approche circonstanciée au cas par cas. Ça, c'est le premier problème. Deuxième problème, quand on essaie de reconstituer une histoire sociale du cinéma, c'est que l'entreprise audiovisuelle a finalement considérablement évolué depuis les années 1936, ou depuis même les années 30, puisque l'activité audiovisuelle est une activité aujourd'hui très hétérogène. À la fois, c'est une activité de production, mais c'est aussi une activité de diffusion. À la fois, c'est une activité qui suppose des supports initiaux qui étaient le cinéma, puis après il y a eu la télévision, puis aujourd'hui les nouveaux médias. Donc il s'agit de comprendre comment on est passé d'une activité artisanale à une activité semi-industrielle dans l'histoire. Semi-industrielle, puisque dans certains autres contextes dans le monde, elle a été beaucoup plus poussée, elle est devenue industrielle, comme à Hollywood après 1930. Donc la notion de la taille des entreprises aussi est très différente. Et ça pose un problème donc pour le sociologue de quantifier des métiers à partir d'une main-d'œuvre qui est aussi extrêmement intermittente, difficile à quantifier, et qui est d'autant plus difficile à quantifier qu'elle se joue sur d'autres facteurs externes qui sont apparus, qui a été le chômage dans les sociétés post-industrielles après les années milieu des années 70. Aujourd'hui, c'est la pandémie qui effectivement est un facteur aussi de contrainte important sur les tournages et dans le cinéma et dans la diffusion du cinéma. Et d'ailleurs, une de mes prochaines enquêtes qui devrait paraître portera sur la notion de souffrance au travail, pour essayer de comprendre aussi comment les techniciens vivent ces situations. Alors, sur une population globale de plus de 100 000 intermittents aujourd'hui, grosso modo, population fluctuante, on a un peu moins peut-être de 20 000 techniciens répertoriés qui travaillent de manière plus ou moins constante dans un domaine où finalement on est le propre promoteur aussi de son travail. C'est aussi ça qui est intéressant, puisqu'on travaille dans le cadre d'un projet à durée déterminée, et qu'une fois que ce projet est finalisé, à savoir le film, on est obligé effectivement, en jouant sur le régime aussi de l'intermittence, d'essayer de retrouver une activité en fonction de son métier. Et c'est là que la cooptation joue un rôle très important. Donc, comme je le disais, l'évaluation quantitative est assez complexe et difficile. Donc, il m'a fallu, pour comprendre un peu l'identité professionnelle de ces techniciens, qui sont eux-mêmes divisés en plusieurs corporations, selon le pôle image, le pôle son, etc., etc., et d'autres métiers, puisqu'il y a aussi les catégories d'ouvriers, ceux qui travaillent sur la construction des tournages, etc. Il m'a fallu procéder donc à des évaluations qualitatives, et j'ai donc réalisé plusieurs centaines d'entretiens avec des techniciens de différentes origines, en me fondant au départ sur un travail à partir du directeur de production, puisque j'avais un accès au directeur de production, et que le directeur de production est celui qui a un rôle clé dans le recrutement de toutes les équipes. Donc cela me permettait d'avoir une vision à peu près globale de comment se font les recrutements et comment ils évoluent. Alors, ça pose aussi d'autres problèmes, puisque non seulement il y a une grande variété d'emplois dans le cinéma,
hein, à la fois des emplois qui sont d'ordre purement technique, mais aussi des emplois qui sont purement administratifs, financiers ou comptables, notamment dans la direction de production. Il m'a fallu de comprendre aussi comment cet univers était devenu plus, on pourrait dire, transsecteur, beaucoup plus mobile. C'est-à-dire qu'il y a une certaine surreprésentation de métiers, et puis il y a aussi, parallèlement, un fort turnover des intermittents, puisque tous ne se maintiennent pas dans l'activité cinématographique. Hein. On dit souvent qu'il est beaucoup plus facile de faire un premier film que d'enchaîner pour en faire un second. Donc ces questions, on s'y est confronté. Je m'y suis confronté en croisant effectivement mes enquêtes avec des données à la fois macroéconomiques, des données microsociales, pour considérer effectivement à la fois ces questions de mobilité, mais aussi ces questions de risques partagés dans le secteur, et de comprendre aussi d'autres phénomènes, comme par exemple la concentration du travail en Île-de-France. Alors, évidemment, le travail sociologique, comme je l'indiquais, suppose de réfléchir à des problématiques organisationnelles, comment on s'organise pour vivre en groupe, disons une centaine de personnes, le temps d'un tournage qui est imparti pendant 40 jours. Donc ça, c'est toute une série d'observations que j'ai pu faire, pour comprendre une activité spécifique qui en même temps a des logiques très ponctuelles, qui est très décentralisée, et essayer aussi d'une certaine manière de réhabiliter ces catégories de techniciens souvent déniés et mal analysés. Donc la question du passage du métier à la professionnalisation m'a semblé une question intéressante. Elle m'a semblé intéressante puisque un film a aussi plusieurs étapes. Il y a une étape en amont que l'on peut difficilement analyser. Des fois, il faut un processus de 3 ans sur un... Là, je parle de films gros budget de fiction. Hein, c'est les films médians sur lesquels j'ai pu travailler quand j'étais à Barrandov dans les studios de Prague. Donc, comprendre effectivement le processus de décision en amont qui peut prendre des fois 2-3 années avant qu'un film sur scénario soit mis en production ou pas. Alors là aussi, il y a tout un travail qui est, disons, peut-être hors champ pour le sociologue, pour essayer de comprendre ce qui va être mis en production et ce qui ne le sera pas. Puis après, il faut comprendre le processus même d'analyse sur un tournage qui est en général assez imparti et qui est très normé, avec des cahiers des charges très précis, etc. Donc ça comprendre effectivement tout le processus du script au metteur en scène, d'analyser le réalisateur aussi comme la clé de voûte de ce système, qui porte, lui, la vision esthétique du cinéma, qui est une vision essentielle aussi, et d'appréhender les autres figures sociales qui se construisent autour du réalisateur lors d'un tournage, que ce soit le chef opérateur et ses assistants, que ce soit le comédien, que ce soit effectivement toute une série de catégories de techniciens qui permettent de comprendre ces frontières qui ont pu s'opérer entre métier et profession, afin de voir bien en profondeur l'hétérogénéité de ces statuts, les contraintes majeures qui se posent, notamment celle de devoir coopérer en tous sur un temps imparti. Tout le monde, et finalement, le cinéma est un travail de ce point de vue-là collectif, et tout le monde est porteur, effectivement, de ce projet qui devient un projet collectif. Donc comment coopérer dans un temps imparti avec autant de diversité culturelle, technique et sociale? Comment comprendre une division du travail qui est marquée par des hiérarchies, qui sont souvent très codifiées et jamais affichées réellement, je dirais, mais il y a une hiérarchisation des rôles, il y a une spécialisation des tâches qui est de plus en plus poussée et qui véhicule une forme de modèle social au cinéma qui relève à la fois de ce que j'avais pu repérer, c'est-à-dire une tradition du compagnonnage, mais aussi une tradition très corporative. Donc c'est un univers qui n'est pas particulièrement ouvert. Tout le monde peut être à tu et à toi sur le tournage, mais c'est un univers qui suppose effectivement des rapports de pouvoir, des hiérarchies que j'ai pu observer dans le cadre de mes enquêtes et que j'ai essayé de rendre ou de restituer dans le cadre de ce livre, comme d'une série d'articles par la suite. Alors, au cinéma, ce qui ressort aussi de mon travail d'enquête, c'est effectivement que les relations interpersonnelles sont souvent de l'ordre de la réputation individuelle. Ce qui est très important, c'est la construction de sa notoriété. Même en tant que technicien,
hein. Pas uniquement parce que les chefs de poste vont choisir leurs assistants, mais il s'agit de partager des formes de codes culturels communs qui peuvent être à la fois la nécessité de s'affirmer pour pouvoir être coopté, hein, de faire ses preuves en permanence, même si on a plusieurs années de métier, hein, on n'est pas sûr d'être reconduit sur un prochain tournage, et en même temps d'être capable d'intérioriser ces codes de travail. Hein. Donc le film, d'une certaine manière, je le considérerais comme un espèce de mariage forcé, hein, où il s'agit, pour ces techniciens qui subissent et qui intériorisent cette pression sociale, de devoir rester un bon professionnel. Cette question, elle est d'autant plus complexe au cinéma que les discours tenus par les techniciens du cinéma peuvent permettre de renforcer aussi d'autres notions qui sont celles, la réussite ou l'échec d'un film, qui va pouvoir conditionner les trajectoires individuelles. Un film qui ne marche pas ou un film qui est un fiasco, déjà un producteur va peut-être pas le reconfier à un réalisateur. Le réalisateur donc va effectivement se retrouver dans des situations des fois très contraignantes. Donc j'ai pu, de ce point de vue-là, accumuler toute une série de récits de vie, hein, de toutes ces catégories de techniciens que j'ai pu interviewer, qui vont du grutier au chef opérateur en passant par la script, pour comprendre effectivement toutes ces configurations et pour comprendre effectivement comment le cinéma, qui de l'extérieur peut apparaître comme une activité très ludique, finalement est une activité très normée, hein, avec des savoir-faire formatés, et où les logiques d'arrangement vont se jouer en permanence pour jouer sur des contraintes de temps, pour résoudre des questions qui sont devenues plus compliquées au cinéma, du fait aussi du financement de l'audiovisuel, de l'importance qu'ont pris certains budgets, et où les équipes des fois deviennent pléthoriques, donc il faut aussi savoir les gérer, et où le directeur de production va gérer cette interface de toute cette hétérogénéité qui se joue, comme je le disais, dans un caractère temporel très éphémère, hein. On existe le temps du tournage, dans un contexte des fois qui est très internationalisé, de production filmique délocalisée, et où finalement, d'une certaine manière, chacun dans cette entreprise collective est aussi individuellement assez isolé et se trouve confronté à des questions qui sont de devoir finir un film dans des temps impartis, et souvent dans des temps où les budgets, par certains côtés, peuvent être aussi réduits, et où la temporalité pose problème. Alors, de ce point de vue-là, je pense que la démarche sociologique est intéressante, hein, je la défends de cette manière, parce qu'elle permet de comprendre toutes ces formes d'organisation du travail, dans un contexte très particulier, toutes ces références, de comprendre toutes ces questions, de comprendre aussi cette notion qui est devenue plus polysémique du métier, par rapport à celle de la profession qui suppose un cadre organisationnel de l'activité. Donc dire son métier au cinéma, d'une certaine manière, c'est aussi décliner une identité professionnelle, c'est défendre un statut dans lequel se pose toute une série de questions qui sont à la fois en amont, comme je l'ai dit, la question du processus de fabrication, mais aussi en aval, une certaine routinisation dans les tâches, dans un dispositif de toute manière devenu très normatif, je dirais. Voilà. Alors, après, il faudrait réfléchir à la question aussi de ces métiers dans un environnement en mutation aujourd'hui avec les nouveaux médias, avec l'économie du numérique. Bon, c'est tout un enjeu important. Il y a un certain nombre de travaux sociologiques qui ont été menés par un certain nombre de mes collègues sur ces questions, mais qui sont passionnants et qui permettent de réfléchir à l'évolution de métiers qui aujourd'hui se jouent aussi dans des contextes de crise, hein, on le voit aujourd'hui, et où cette catégorie qui était, semble-t-il, assez singulière de ce qu'on pouvait appeler des artistes, peut parfois devenir exemplaire et permet de nous interroger aussi sur la mutation de la valeur du travail dans l'évolution des métiers du cinéma. Voilà. Alors, je pourrais encore développer toute une série d'autres aspects. J'ai essayé de vous donner un angle d'approche et je vous remercie de m'avoir interviewé.